AlphaGo 3, Lycidol 0, Game Over. Ça y est, l'intelligence artificielle de Google a gagné. En tout cas, là, aujourd'hui, elle en est à 3 victoires contre 0. Il reste encore 2 parties. On va voir si ça va faire un 5-0. Euh, et on peut se demander si l'intelligence artificielle de Google, AlphaGo, est vraiment intelligente. Mais pour ça, je vais revenir à 1996-97 où Deep Blue, qui était l'intelligence artificielle d'IBM, a battu Garry Kasparov aux échecs. À ce moment-là, personne ne s'est sauté de joie en disant ça y est, l'intelligence artificielle est plus intelligente que l'homme parce que d'un côté, l'intelligence artificielle ne savait jouer qu'aux échecs à cette époque, et qui plus est, elle jouait pas forcément comme l'homme, qu'on devait lui apprendre beaucoup de règles, des techniques, elle avait joué, elle connaissait toutes les fins de partie, etc. Elle avait des connaissances inculquées qui étaient surhumaines déjà pour commencer. Et du coup, elle n'avait pas vraiment appris, en tout cas pas comme l'homme. Et ça m'amène à parler de l'expérience de la chambre chinoise par John Searle, qui dit que, imaginez que vous êtes dans une pièce, dans une salle fermée, et que vous avez un bouquin de chinois qui liste des phrases classiques de chinois et les réponses classiques à ces questions. Maintenant, on vous demande de discuter avec un chinois qui est en dehors de la salle et qui vous envoie des messages écrits. Et là, ce que dit John Searle, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est prendre ce message en compte, trouver son équivalent dans le bouquin, son identique, et renvoyer la réponse que le bouquin dit de renvoyer. Et ainsi, aux yeux du chinois à l'extérieur de la salle, vous aurez l'air intelligent, vous aurez l'air, en tout cas chinois, de parler comme un chinois. Or, en fait, vous comprenez rien au chinois. Et ça, John Searle le disait, c'était l'équivalent de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en tout cas celle de l'époque, faisait exactement ça. Elle ne comprenait pas forcément tous les tenants et les aboutissants de ce qu'elle faisait, mais elle appliquait les règles, elle combinait les chiffres, et à la fin, elle donnait sa conclusion. Et ça aujourd'hui, ça ressort un peu aujourd'hui aussi sur AlphaGo. Certains disent que AlphaGo ne fait que calculer des nombres et en déduire quelque chose à partir de règles de calcul uniquement. Et ça, je pense que c'est très très vache de dire ça. Et c'est vrai, mais c'est un petit peu, enfin, c'est un petit peu détourner le débat parce que la manière dont AlphaGo réfléchit est en fait très 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 proche quand on regarde la méthode par laquelle AlphaGo a réussi à devenir aussi forte. Et bien on se rend compte qu'en fait c'est très proche de la manière dont l'homme arrive à être très très fort, ou en tout cas l'homme, pas en général, mais plutôt Lycidol, arrive à être très très fort au jeu de Go. C'est-à-dire que AlphaGo, ce qu'il a fait, s'il a commencé à jouer certaines parties, de temps en temps, il y avait un maître à côté de lui qui disait ah ça c'est pas bien ou ça c'est bien. Puis elle apprenait quelques rudiments du jeu de Go. Et puis après, elle a commencé à jouer d'elle-même. Bon, il se trouve qu'elle n'a pas besoin de jouer contre quelqu'un d'autre. Elle peut se jouer contre elle-même. Elle peut même jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup contre elle-même. Et en jouant, elle a réussi à inférer, à comprendre quels étaient les bons mouvements, quels étaient les mauvais mouvements, et ainsi, et quelles étaient les situations où elle était dans une situation avantageuse, ou quelles étaient les situations qui étaient plutôt désavantageuses, etc. Bon, on lui a enseigné aussi un petit peu de théorie. On lui a dit que c'était bien d'essayer d'explorer les coups qui avaient l'air prometteurs, ce qu'on appelle la recherche Monte Carlo. Je vous renvoie donc vers les vidéos de David Loapre et sur Science Étonnante et de Thomas Cabaret sur Patience, deux excellentes vidéos sur le jeu de Go. Moi, je ne vais pas du tout parler des jeux de Go, hein. J'ai appris les règles avec eux, je ne connais rien du tout, j'ai jamais joué, donc c'est pas moi qui vais vous apprendre le Go. Par contre, ce sur quoi j'aimerais vraiment insister, c'est que la manière dont AlphaGo a appris est vraiment très 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 similaire à la manière dont l'homme apprend. Vraiment, on a quelques règles théoriques en tête, c'est cette idée de recherche d'arbres. On a un professeur qui nous dit faire ci ou faire ça, c'est pas bien. Et puis une fois qu'on a dépassé le maître, on va explorer par nous-mêmes, on va jouer par nous-mêmes, on va tenter des coups par nous-mêmes. Et puis on va inférer de notre expérience ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et ça, c'est exactement ce qu'AlphaGo a fait. Et à partir du moment où on se rend compte qu'AlphaGo a des raisonnements qui sont très proches de celui de l'homme pour en tout cas le jeu de Go,
Alors, il est vraiment tentant de dire que son intelligence est vraie, c'est une vraie intelligence artificielle. Mais en fait, quand je dis ça, j'ai une vision ultra anthropocentrique de l'intelligence. Pourquoi est-ce que l'intelligence devrait être définie par rapport à celle de l'homme? N'y a-t-il pas une autre forme d'intelligence? Mais sauf que sur des jeux comme le jeu de Go, en tout cas aujourd'hui, on ne connaît pas de meilleure façon de réfléchir que celle de l'homme. Donc c'est pas si surprenant que AlphaGo en soit venu à réfléchir comme l'homme. Mais sur d'autres problèmes, l'homme est stupide, quoi. Et du coup, sur certaines façons de réfléchir, sur certains problèmes, l'intelligence des machines est déjà largement au-dessus de celle de l'homme, quoi. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et bien se dire que, par exemple, quand il s'agit de faire des calculs sur l'évolution de l'univers, eh ben, la machine est déjà beaucoup plus intelligente que nous. Elle arrive à faire des choses que nous, on n'arrive pas à faire. En fait, il n'y a pas que sur le jeu de Go que l'intelligence artificielle a commencé à raisonner comme l'homme. Par exemple, en 2012, l'autre intelligence artificielle de Google, DeepMind, a inventé d'elle-même le concept de chat en regardant des étiquettes de vidéos YouTube. Bah, ouais, ce genre de choses, ouais, forcément, il y avait pas mal d'images de chats. Et donc, c'est assez fou de voir qu'elle a inventé d'elle-même le concept de chat. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'elle a inventé le concept de chat? Bah, de la même façon qu'on peut savoir ce qui se passe, nous, dans notre tête, on nous a fait passer une espèce d'IRM, c'est-à-dire on a regardé quels étaient les neurones de son cerveau, parce que l'intelligence artificielle de Google est un réseau de neurones. En fait, ce sont des réseaux de neurones totalement simulés, donc totalement virtuels, et quand je vais parler ensuite d'IRM, c'est bien sûr une analogie. On a regardé quels étaient les neurones qui s'activaient lorsqu'on lui montrait une image de chat. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on peut lui montrer des images de chat dans toutes les positions, ou toutes les couleurs de tout type de chat. Très souvent, c'était les mêmes neurones qui s'activaient, et ces neurones ne s'activaient pas, ou en tout cas pas ensemble, lorsqu'on lui montrait une photo qui n'était pas une photo de chat. Donc elle avait vraiment dans sa tête, ou dans ses neurones, un concept qui ressemblait beaucoup au concept de chat. Et ce qui est fou, c'est qu'elle a inventé ça d'elle-même, quoi. On lui a pas dit on lui a pas dit ça c'est un chat. On lui a juste montré des photos, et au bout d'un moment, elle s'est dit, tiens, mais ce truc, il y a un truc qui me semble apparaître à plusieurs endroits, et bon, je vais appeler ça un chat. Enfin, il n'a pas appelé ça un chat, il a juste déterminé une connexion de réseau, enfin, un ensemble de neurones qui allait s'activer lorsqu'il voyait cette image. Et ça, c'est vraiment fou. Et ça veut dire aussi que l'intelligence artificielle, elle est, elle va être assez difficile à reconnaître petit à petit. Elle va s'immiscer de plus en plus dans notre vie, et elle va nous paraître être comme une personne à qui l'on parle. Et ça veut pas, par contre, ça ne veut pas dire que ça va être forcément un robot, parce que je regardais l'émission de France 2 hier avec ce débat sur l'intelligence artificielle et les robots, et puis ça a parlé énormément de robots humanoïdes. Donc les robots humanoïdes, ils ont peut-être une place importante à jouer au Japon chez les personnes âgées dans un avenir assez proche, mais il me semble que dans notre quotidien, nous, la plupart des gens, ça va pas être ça qu'on va rencontrer. Ce qu'on va rencontrer comme intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle qui est implantée dans les ordinateurs et dans les téléphones. En fait, elle est déjà là, hein. Je parle au futur, en fait, je devrais parler au passé. L'intelligence artificielle s'est immiscée dans notre vie quotidienne. Et c'est pas que Siri, hein, c'est aussi Google, c'est le moteur de recherche, hein, et plein d'applications qui utilisent comme ça des réseaux de neurones pour mieux communiquer, mieux nous faire comprendre et mieux nous donner accès à Internet et à plein de fonctionnalités que l'on trouve à travers les nouvelles technologies. Moi, j'écoute énormément de trucs de professeurs parler de ce genre de choses, de professeurs dans l'intelligence artificielle. Et notamment, il y en a un d'entre eux sur The Talking Machine, qui est un excellent podcast en anglais, mais excellent que je conseille vivement. Et donc, sur Talking Machine, Ryan Adams, lui, souligne le fait que pour lui, il existe déjà des robots tueurs. Par exemple, une mine antipersonnelle, c'est quelque chose qui n'a plus besoin de l'homme pour détecter et tuer ou blesser, parce que le but parfois c'est pas forcément de tuer, c'est peut-être plus d'amputer les gens, ce qui est vraiment horrible. Et elle n'a pas besoin de quiconque pour l'aider à faire ça, quoi. Elle a juste à attendre, un, tel un prédateur enfui sous le sol, sa victime pour la détruire complètement. Bon, les mines antipersonnelles, ça commence à vraiment dater. On est capable de, enfin,
on est capable, malheureusement, j'ai envie de dire, de faire beaucoup mieux depuis. On a des missiles ciblés qui peuvent dévier leur trajectoire, ajuster leur trajectoire en fonction de ce qu'elles voient. Ça, c'est vraiment des robots tueurs déjà, quoi. Et donc, quand les gens disent il faut légiférer sur les robots tueurs du futur, non, il faut légiférer sur les robots du passé et du coup du présent. Je pense que les investissements, notamment de l'armée américaine à ce sujet, sont vraiment stupéfiants et ont vraiment de quoi faire peur, quoi. Moi, je pense que j'ai bien plus peur des robots tueurs qui existent déjà, hein, je n'aurais pas utilisé le mot robot, mais des intelligences artificielles tueurs, des technologies pour tuer de l'armée américaine que du Terminator ou Ex Machina, quoi. Bon, après, je comprends que la télé parle de ça, hein, c'est des trucs qui capturent l'imagination, donc forcément, ça fait plus de vues, quoi. En tout cas, qu'on le veuille ou non, l'intelligence artificielle va prendre. Oh, encore une fois, je parle au futur. Il faut que je parle au passé. L'intelligence artificielle a pris une place dominante dans notre vie quotidienne. Elle est vraiment déjà partout sur nos téléphones et sur nos ordinateurs. Et bien sûr, on peut se demander si tout cela est souhaitable. Ça, c'est une question absolument passionnante à laquelle j'ai répondu quand je me suis enregistré. Mais en me réécoutant, je me suis rendu compte que l'avis que j'ai donné était quand même vachement mon avis personnel. Et même si je pense que mon avis personnel est intéressant, je pense qu'il n'a pas lieu de le donner sur Science for All. Du coup, je vous invite à, si vous voulez l'entendre, à me le demander et si suffisamment de personnes me le demandent, j'essaierai de le mettre quelque part sur l'internet mondial. Ouais, j'espère que vous avez aimé cette vidéo d'actualité. En fait, j'aime pas l'actualité, donc j'aime pas réagir à l'actualité. Mais comme en fait, ça parle de réseaux de neurones et d'intelligence artificielle, sujet sur lequel je suis en train de faire un documentaire vidéo beaucoup plus complet, entre autres sur ça, mais sur les mathématiques du big data en général. Euh, et c'est un sujet donc que je connais. Donc pour moi, c'est pas un sujet d'actualité, c'est un sujet important de recherche, de science. Il se trouve qu'actuellement, il y a beaucoup d'avancées dans ce domaine, mais même s'il n'y avait pas d'avancées dans ce domaine, j'aurais aimé pouvoir en parler. Et bon, comme l'actualité est là, bon, je me suis dit, bon, je vais faire ça un petit peu vite fait maintenant. Mais il y aura des trucs beaucoup plus solides, beaucoup mieux faits, notamment le documentaire à venir.